Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code et on est dans le 79e épisode. Ce 79e épisode, il vient conclure la saison 7, il vient aussi conclure l'année 2021, une année riche en émotions, en no-code, en événements, en rencontres. Et donc j'avais envie de tester, de faire un épisode tout seul, en solo. Voilà, une petite rétrospective de cette année. Alors j'espère que ça va être réussi, que ça va vous plaire, que ça va pas être chiant à mourir. Voilà, sinon écoutez, vous me le direz à tout moment, vous pouvez de toute façon arrêter et puis faire autre chose. Je vous recommande peut-être d'ailleurs de faire autre chose en même temps que vous écoutez ça marchera peut-être bien. Par exemple, aller courir, faire le ménage, faire une balade, voilà, plein de choses super à faire pendant les vacances, pendant les fêtes. Voilà, vous me direz ce que vous avez fait. Mais voilà, en tout cas, si vous courez, je vous donne de la force. Moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts en courant, donc ça peut être l'occasion. Alors, comment on va faire ça ? J'ai divisé l'année en 4 trimestres. Non pas que d'ailleurs ça vous change quelque chose, c'est plus pour mon organisation personnelle. Mais voilà, je vais un petit peu égrener. Alors, tout va pas être forcément complètement chronologique, c'est pas forcément l'idée, mais je vais essayer de revenir sur un peu les grands événements, parler de quelques-uns des grands outils aussi, et de ce qui s'est passé, en prenant quelques marqueurs temporels. Voilà. Alors, on va commencer l'année, donc premier trimestre, au mois de janvier. Bon, il y a un truc qui est difficile de pas évoquer, c'est le Covid, quoi. C'est-à-dire que l'année de 2021 a été vraiment empreinte du Covid. Alors, je vais pas vous foutre la loose et parler que de ça en boucle. Mais pour moi, à titre personnel, en tout cas, ce début d'année a été vraiment marqué par ça, parce qu'on a été très isolés, il faisait moche, et ça a beaucoup, moi en tout cas, ça a beaucoup joué sur mon moral, en quelque sorte. Alors je vous rassure, dans cet épisode, je vais pas vous parler que de choses perso, ça va être quelque part entre un petit peu des réflexions personnelles, ce qui s'est passé dans la vie de Contournement, les coulisses, et puis aussi des événements marquants du no-code, et puis de la communauté no-code France. Mais en tout cas, cette année, elle a été compliquée, donc elle a impacté aussi un peu notre activité. On a été un petit peu plus lent au début d'année, moins créatif, moins innovant. Voilà, et puis tout ça, ça nous a un peu lancé comme ça sur une année un peu... Ça nous a pas forcément bien lancé, justement. Et donc, ça s'est un petit peu ressenti, je pense, sur la première moitié de l'année. Mais heureusement, il y a des choses qui nous ont reboosté. Mais c'est vrai que le fait de pas pouvoir rencontrer les gens, de pas pouvoir d'être isolé, enfin, tout ça a eu un certain impact, qu'on a pu, par la suite, d'autant plus apprécier quand tout ça s'est un petit peu inversé, notamment au cours de nombreux meet-up et de très belles rencontres sur lesquelles je vais revenir. Mais le premier chantier qui nous a un petit peu... qui a été long, mais qui a été très important dans cette année pour Contournement, c'est notre rebranding, donc notre travail sur notre image de marque, sur lequel donc on a été accompagné par un studio, Paperclip, avec qui on avait parlé déjà en fait depuis un moment. Mais en discutant avec eux, on s'était dit que c'était trop tôt. Nous, on est vraiment des partisans de l'approche Lean Startup, et dans la première année et demie, presque 2 ans de Contournement, on a fonctionné avec un logo qu'on avait trouvé sur The Noun Project. On a choisi les typos nous-mêmes, les couleurs nous-mêmes avec un générateur de palette. On a fait tout ça de manière très frugale, et ça nous semblait pas satisfaisant forcément, mais ça nous semblait suffisant pour tester. Parce que tous les 6 mois avec Erwan, on se fixait des échéances de 6 mois, on se disait, au bout de 6 mois, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Et plusieurs fois, on s'est challengé comme ça, et jusqu'à arriver, en fait, à un moment, on s'est dit, à la fin de l'année 2020, on continue, on est bien lancé, on a un modèle qui est clair, on a ces formations en ligne qui marchent bien, on a une activité B2B qu'on va pouvoir développer en 2021. Il nous faut maintenant, ça vaut le coup, ça va être du temps et de l'argent, mais ça vaut le coup de travailler sur notre image. Et donc, on a recontacté Paperclip, avec qui on avait déjà échangé. Pour l'anecdote, c'est grâce à ce podcast qu'on les a rencontrés, puisque c'est quand j'ai interviewé Myriam de l'Intendance, avec qui elle avait travaillé, qui ont fait leur site Webflow, qu'elle m'avait dit, écoute, tu devrais les contacter, je pense que vous avez des choses à vous dire. Et effectivement, on a échangé avec eux, ça s'est bien passé, mais en nous questionnant, eux-mêmes nous ont dit, c'est trop tôt, continuez à faire ce que vous faites, et on va vous aider. Pour l'instant, vous cherchez encore, là ça sert à rien, vous n'avez pas besoin de nous. D'ailleurs, ils ont eu une analogie qui nous a pas mal plu. Ils nous ont dit, là vous êtes un peu en mode couteau suisse, vous faites plein de choses, vous avez fait plein de trucs différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à faire un scalpel, à affûter. Et donc tout ce travail qu'on a fait avec eux, sur lequel nous-mêmes on avait beaucoup réfléchi en 2020, et en 2021 on s'est dit ok, maintenant il faut qu'ils nous accompagnent. On a besoin aussi d'avoir des gens externes, ça c'était aussi très important pour nous, qui nous challenge, et on a fait différentes choses.
première chose, finalement, la conclusion, c'est de se dire, en discutant avec eux, ils nous ont dit, par exemple, c'est quoi les formations que vous vendez le plus? On a regardé très clairement, c'était flagrant. On le regardait pas vraiment, mais en fait, en le regardant avec eux, c'était flagrant. Airtable, Zapier, Notion. Voilà, le reste était un peu marginal. Alors, il y avait cette formation Adalo quand même, qu'on vendait un petit peu, mais finalement qui était moins cohérente avec notre vision. Et comme on vous le dit souvent, nous, on pense vraiment que la révolution du no-code, c'est les ops. Et donc, on s'est dit avec eux, il est temps de s'affiner et de dire que Contournement, c'est un spécialiste du no-code pour les ops. Le lancement de projets, la création de produits avec Bubble, avec Adalo, etc., c'est moins notre sujet. Ça nous intéresse à titre personnel. On l'a fait au début de Contournement, on a même fait un bootcamp qui s'appelait Side Project. Mais aujourd'hui, ce qui nous plaît, c'est de faire ces formations-là. Nous, on fonctionne aussi beaucoup par ce qui nous plaît. Voilà, on a envie de faire que ce qui nous plaît, ça c'est important pour nous. Ce qui nous plaît, c'est les ops. Dans le cadre de Contournement, on utilise énormément Zapier, on utilise énormément Notion, Airtable, tout ça. Donc on se sent légitime aussi. Ça c'est important quand même de faire des choses dans lesquelles on se sent légitime, surtout dans la formation. Donc on s'est dit, ok, on y va à fond, c'est ça le sujet. Et puis on a travaillé avec eux, ça a pris des mois, c'est un processus qui est très long de maturation. Quelle est l'image que l'on souhaite donner? Voilà, alors je vais pas je vais pas vous parler plus que ça, d'autant qu'il y a tout un épisode de podcast, l'épisode 57, si je dis pas de bêtises, 59 peut-être, je vais pas dire de conneries, j'aurais dû mieux préparer ça évidemment. Mais voilà, en tout cas vers la fin de la saison 5, il y a un épisode avec eux où on a un petit peu parlé de tout ça. Voilà, et ça c'était vraiment quelque chose de majeur pour nous en 2021 parce qu'on est extrêmement fiers de cette nouvelle identité, on adore notre logo, on adore nos typos, on est un peu moins fan peut-être des petits personnages qui nous représentent, ça c'était un petit point aussi, forcément tout peut pas être parfait, mais on s'y est habitué et puis finalement on va dire que c'est un petit peu dans notre tête, en tout cas moi c'est pas un personnage qui me représente vraiment, c'est plutôt un petit avatar comme ça qui est un petit peu des petits personnages de Contournement. Et puis voilà, et puis c'est pas un problème, c'est un peu un point de détail, on aime beaucoup tout le reste qui a été fait, et ça c'est le plus important. J'ai été très content de faire des stickers par exemple avec notre logo, on aime parce que c'est très facile à décliner en plus, toutes ces choses qu'on a fait. Voilà, il y a différentes choses dont j'ai déjà parlé aussi à travers d'autres épisodes, donc je reviendrai pas dessus, mais voilà, on a l'impression maintenant qu'on a quelque chose de cohérent, de professionnel aussi. Ça c'est important, on a nos habits de soirée, on aime bien, on se sent à l'aise maintenant quand on vient dans des endroits parce qu'on est bien habillé quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment quelques petites choses, j'avais envie de vous les partager. C'est un long travail, ce processus avec Paperclip, ça a duré 6 mois puisque vous l'avez vu, là je vous le dis, on a commencé vraiment à travailler avec tout début janvier, et puis ça c'est fini par sortir début juillet. Voilà, donc ça c'était ce travail de fond sur ce premier semestre, mais quelque chose de vraiment fondamental qui nous a beaucoup occupé et qu'on est très content d'avoir et sur lequel on n'aura plus à travailler l'année prochaine. On va pouvoir se consacrer à d'autres choses, ça c'est important. Mais je parlerai pas trop de l'année prochaine dans cet épisode, parce que nous on aime bien, vous le savez aussi, un petit peu révéler les choses au fur et à mesure, faire des petites surprises, nous-mêmes prendre le temps aussi de réfléchir, donc voilà. On s'engage pas trop, mais évidemment on a plein de choses en tête. Au premier trimestre, on a aussi commencé à travailler et puis sorti notre formation Notion Ceinture Rouge. Et ça me permet de vous parler un petit peu de Notion. Cette formation Ceinture Rouge, on l'a fait avec Jérémy de The Toolbox. Très belle collaboration. Vous le savez, nous, on aime s'entourer d'experts qui nous apportent la vision, qui nous apporte l'expérience, qui nous apporte des cas d'usage. C'est très important pour nous, notamment dans nos formations. Vous savez qu'il y a des exercices. C'est vraiment pas évident de trouver des exercices et pour ça, on s'inspire beaucoup de l'expérience, de notre propre expérience ou de celle des gens avec qui on travaille. Nous, on apporte toujours la vision pédagogique, évidemment. J'espère que vous le sentez quand vous suivez nos formations. On pense toujours chaque exercice, rien n'est laissé au hasard. Chaque notion dans un exercice, en particulier dans la formation Notion, évidemment, sans mauvais jeu de mots, mais est réfléchi pour vous faire travailler. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc c'était une belle collaboration, ça nous a pris du temps, et ça me permet aussi de vous parler un petit peu de Notion. Ça a été une très belle année pour Notion, c'est un outil qui a un buzz incroyable, à tel point qu'à un moment, même ça commençait un petit peu à m'énerver, je me disais, bon, ok, est-ce que c'est pas aussi un petit peu surcoté? Mais très franchement, c'est quand même un outil que j'apprécie beaucoup. Il y a des débats dans la communauté, est-ce que c'est un outil no-code ou non? Moi, je trouve que c'est un outil no-code, et notamment par ce que m'a transmis Jérémy, ce que j'ai vu, l'usage qu'ils en font, l'usage très avancé qu'ils en font. Vous pouvez vous servir de Notion quasiment comme d'un outil de création
d'outils internes de vos ops. Dans le cadre des ops, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, évidemment, c'est peut-être pas, par exemple, le meilleur outil pour faire un vrai CRM très solide, mais par contre, c'est peut-être un super outil pour faire un petit CRM sans avoir même à aller dans Airtable. Avoir tout au même endroit, ça peut être très intéressant. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. Bon, après, il y a plein de manières de gérer ces ops, mais en tout cas, voilà, je crois qu'à un moment, j'ai eu un petit coup de fatigue, de notion un peu de tous les trucs comme ça qui ont trop de buzz. Un peu, c'est comme les chansons à la radio, quoi. Au bout d'un moment, quand il y a un tube à la radio qu'on entend en boucle, on commence à en avoir un peu marre. Mais après, je me suis réconcilié. Ça a été une petite pause temporaire. Et ça a été une belle année pour Notion parce qu'ils ont sorti enfin l'API. Donc qui était très attendu, et surtout moi ce que j'attendais encore plus, parce que je savais que l'API était un premier pas vers l'intégration de Notion dans Integromat et dans Zapier, et c'est ça qui est exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que les gens qui savent se servir d'API, très bien, ils pouvaient travailler en direct, mais bon, surtout d'avoir une abstraction plus simple de l'API dans Integromat et dans Zapier, ça c'était super. Donc ça a permis de faire plein de choses intéressantes. Il y a plein de gens qui ont fait des choses super. On a vu nos amis de Tally qui ont intégré Notion dans Tally, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, c'était une belle année pour Notion, c'est vraiment un superbe outil. Et je reviendrai un petit peu dessus parce que j'ai encore une ou deux choses à vous dire un petit peu plus tard. Cet épisode sera peut-être très long, je sais pas, on va voir, je m'en excuse par avance. En tout cas, j'espère que ça sera, si c'est long, que ça sera passionnant et intéressant à écouter. À la rentrée, au début de l'année 2021, il y a quelque chose d'autre qu'on a lancé, et alors là, c'est pas que nous, Contournement, mais c'est nous, la communauté No Code France, et surtout, Stan et moi-même, c'est le Twitch. Le Twitch, maintenant, je pense que si vous nous écoutez, certains d'entre vous, en tout cas, sont également des spectateurs, ou je sais pas comment on dit, en tout cas, vous revenez regarder régulièrement nos streams, et les nôtres, et ceux nombreux qui ont lieu. Et ça, c'est un truc, franchement, voilà, c'est un peu, ça vient pas mal de la vision de Stan quand même, puisque c'est lui qui est... Moi, très franchement, j'ai découvert Twitch pendant le confinement, comme beaucoup de gens, mais moi, je suis pas du tout jeux vidéo et tout, donc j'avais pas du tout les codes, je comprenais pas du tout, mais lui, il avait vraiment cette vision que c'était un peu sur ça qu'il fallait investir, et donc en fait, assez vite, on a même arrêté de streamer sur la chaîne YouTube pour se concentrer vraiment sur Twitch, et avoir une animation, avoir habitué les gens. Donc pendant la première moitié de l'année, c'était beaucoup le no-code game, notamment, donc ça, ce rendez-vous du jeudi où on commande l'actu, et puis des live no-coding, des sessions, des éditeurs qui présentent leurs outils. Et ça, c'est quelque chose qui a grandi en puissance, j'en reparlerai après. Mais voilà, ce début d'année, il a été marqué par ça, et je trouve qu'il a aidé aussi en temps de confinement à nous rapprocher un peu de vous, à nous aussi nous rapprocher, à faire des choses et à pouvoir, malgré qu'on puisse pas se rencontrer, pouvoir se parler, pouvoir échanger, et pouvoir un petit peu produire du contenu intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait maintenant une plateforme, une espèce de petite chaîne de télé finalement. D'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé, vraiment, je vous invite à aller sur twitch.tv/NoCodeFrance, aller regarder un petit peu. Peut-être que toutes les émissions ne vous plairont pas, mais en tout cas, on a maintenant un média. Et je vais revenir un petit peu là-dessus, mais ce qui est très intéressant, et vous allez le voir pendant l'année, c'est que ce média, on s'en est servi aussi, pas que pour du contenu, mais aussi pour streamer des événements. Et il y en a eu, des événements physiques pour pouvoir les partager en France. Il y a deux choses qui sont importantes là-dedans. La première chose, c'est un petit peu pourquoi on a fait ce Twitch à la base. Pourquoi ? Eh bien parce que, je ne sais pas à quel point les gens s'en rendent compte, mais en 2020, on a senti, on a trouvé qu'il y avait une certaine injustice dans le fait que les médias traditionnels, ou même les médias de start-up comme Madines ou ce genre de choses, ne parlent jamais de no-code. Alors qu'en 2020, il y a eu quand même quelque chose vraiment très intéressant qui s'est passé, notamment pendant le confinement. C'est un mouvement vraiment qui prend de l'ampleur. On voit avec la croissance de la communauté No Code France. Et les médias n'en parlent pas. Alors, ils en ont un petit peu plus parlé en 2021. Mais nous, on trouve que c'est pas encore à la hauteur de l'incroyable révolution qui est en train de se passer. Peut-être que le mot est un peu fort, mais nous, on sent qu'il se passe quelque chose. De donner le moyen à tout le monde de créer, de produire, de s'emparer des outils numériques, c'est extrêmement important. Alors les médias, ils en parlent quand il y a des levées de fonds, ils aiment bien les gros chiffres, etc. Mais voilà, et ça nous a pris la tête, ça nous a saoulés, et donc on s'est dit, on va faire nos propres médias. Déjà en 2020, on avait tenté un site internet, la Gazette du No-Code, que malheureusement, je pense, n'était pas adapté
Alors on s'en sert toujours, la veille de Julien, si vous êtes membre de No Code France, vous connaissez forcément la veille de Julien tous les vendredis. La veille, il la met toujours dans la gazette du No Code, donc sur news.nocodefrance.fr. Mais on n'a pas tenu le rythme, on n'a pas réussi. C'est un média qui ne nous correspondait pas, je pense, à cette année à moi, puisque nous, on va dire dans notre quotidien, on fait quand même beaucoup plus de vidéos, on est plus à l'aise, et donc on est parti sur le Twitch. Et donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir notre propre média. Si les médias parlent pas de nous, eh bien on va faire notre truc nous-mêmes. Et je pense que, alors on est encore très tout petit, et évidemment en termes de diffusion, on est encore un petit peu dans le microcosme. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à quelque chose. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire et on le partage avec l'ensemble de la communauté. Tout le monde est invité littéralement à streamer, hein, si vous le souhaitez. Si vous m'écoutez, vous avez une idée de live Twitch que vous voulez faire, n'hésitez pas. Et voilà, mais donc c'est ça, j'avais envie de vous partager un petit peu cette genèse, et vous allez voir que ça reviendra quelquefois un petit peu pendant l'année. Mais tout ça a commencé vraiment sérieusement au mois de janvier. Et puis au début de l'année, j'ai le podcast de Contournement a débuté la saison 5. Cette saison 5, elle était... pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'elle est intéressante. Parce que j'ai essayé en fait de... Alors je crois qu'elle est intéressante en tout cas, mais j'ai essayé vraiment de tester des choses différentes. C'est-à-dire que j'avais fait déjà 50 épisodes, ou 49 en tout cas, qui étaient des entretiens, qui est un petit peu le format le plus simple de podcast. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas podcasteur à la base, je suis juste un très grand fan de podcast, j'en écoute beaucoup, et forcément, quand je me suis dit, je vais faire un podcast, eh bien, je me suis dit, comment faire? Eh bien, le plus simple, c'est de faire des interviews, c'est-à-dire que t'invites des gens intéressants, tu leur poses des questions, et puis c'est eux qui font le travail. Toi, t'as juste à enregistrer, un petit peu animer. Je suis pas encore très à l'aise là-dedans, mais ça vient petit à petit, hein, alors, quand même presque à 80 épisodes. Mais voilà, et dans cette saison 5, j'avais envie de faire pas que des entretiens d'éditeurs, de gens qui étaient vraiment dans le no-code et de choses un peu évidentes. J'avais envie de tester des choses différentes. Il y a eu un épisode, l'épisode 50, où j'ai fait, c'est une espèce de suite comme ça de micro-interview, mais avec un petit concept où ça fait comme si j'appelais les gens au téléphone. Enfin, voilà, c'était assez sympa. Il y a eu l'épisode 51, très intéressant, avec Simon Robic, où j'ai aussi une petite anecdote par rapport à ça. Un épisode un petit peu plus autour de la sociologie, de la philosophie, avec Kitty Rose, qui est une personnalité très forte, où elle m'a proposé une notion très intéressante que j'avais pas vu venir, par exemple, le no-code. Le no, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de code. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant dans notre communauté. C'est vrai qu'elle est ouverte à tout le monde et qu'on essaye de pas reproduire les codes de choses traditionnelles, des choses qui se passent mal, etc. Donc il y avait comme ça des trucs très intéressants qui m'ont alimenté. Voilà, je vous invite à revoir ces épisodes. Alors, après, il y en a qui sont un petit peu plus classiques, mais en tout cas, à chaque fois, il y a aussi une interview de moi par Stan qu'on avait fait en live, ça c'était particulier. Une interview de Stan, d'Erwan par Stan aussi, où là, Stan est vraiment revenu à son métier de journaliste. Il avait déjà très bien préparé. J'étais un petit peu vexé parce que la mienne elle avait beaucoup moins préparé, mais on a une relation un peu différente. Et l'idée, c'était aussi de faire un live comme ça un petit peu plus léger. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Et puis, donc, pour revenir sur l'épisode 51 avec Simon Robic, ça c'était quelque chose, c'est une petite anecdote aussi que j'ai envie de vous partager. Simon, donc c'est lui qui faisait en tout cas, parce que je crois qu'il a arrêté, le podcast No Code Family. Un podcast, un format très différent, des entretiens très court, où il posait tout le temps un petit peu les mêmes questions, 30 minutes maximum, donc assez différente de ce que je faisais. Mais j'avais une petite frustration un petit peu par rapport à ce podcast, parce que je trouvais qu'il invitait un petit peu tous les gens que j'avais déjà invités. Alors, il m'a invité aussi, non, je vais pas cracher dans la soupe. Et puis, en plus, je trouvais que par contre, j'étais un peu impressionné par ses capacités d'animateur. Il a fait de la radio, etc. Mais voilà, j'avais un peu un truc où, je sais pas, je me suis fait une espèce de petite compétition dans ma tête. Alors, des fois, la compétition, c'est bien aussi, ça motive. Mais voilà, j'avais un espèce de truc. Et en fait, il y a un moment, il s'est passé un truc bizarre. C'est que on a sorti le même jour un épisode, un entretien de Christelle Curcio, cofondatrice d'Allegria. Et en plus, c'était un peu étrange parce que lui, c'était son épisode numéro 22, moi, c'était l'épisode 44. Voilà, je vous laisse faire Bon, je sais pas s'il fallait y voir un signe ou quoi, mais c'est sorti le même jour. Et là, j'ai suis un peu, mais c'est un peu con et tout. Enfin, et au lieu de m'enfermer dans mon truc, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui proposer qu'on se parle. Et on s'est envoyé un message, et puis on s'est parlé, on a eu une super discussion. Il trouvait qu'il était hyper intéressant. Aussi, il m'a dit, tu vois, qu'il appréciait notre podcast et qu'il voulait pas faire pareil, etc. Enfin, c'était vraiment chouette, d'autant que lui, il a une entreprise à côté.
Et donc c'était vraiment un bel échange. On s'est dit qu'on allait essayer de se synchroniser un petit peu pour justement éviter d'inviter les mêmes personnes au même moment, sans se faire forcément d'exclusivité, etc. Et donc c'était vraiment un chouette échange. Et je me suis dit, écoute, je vais l'inviter carrément dans mon podcast. Et pour faire un épisode un petit peu, on a fait un espèce de petit, j'allais dire jubilé, c'est pas forcément le mot, mais une petite rétrospective de son podcast à lui. Voilà, je me suis dit, voilà, ça c'est une occasion de lui tendre la main. Et c'était super intéressant. Franchement, c'est quelqu'un vraiment de très intéressant. Au-delà de ce qu'il m'a partagé, de ce que ses invités lui avaient apporté, lui-même, sa vision du no-code, des outils, de l'approche aussi, du product management, tout ça était passionnante. Voilà, donc je vous invite à l'écouter, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça un peu parce que peut-être que vous avez suivi à l'époque qu'il y avait de podcasts, et voilà, j'avais pas vraiment forcément parlé de moi, ma vision de ça, mais c'est vrai que après je me suis senti un peu bête après l'avoir appelé, parce que je me suis dit mais pourquoi je m'étais fait un peu ces trucs de concurrence et de que on se regarde comme ça de loin, et voilà, moi je crois, et ça je pense que je l'ai bien démontré, je crois toujours à la main tendue, et c'est comme ça qu'on a créé cette communauté no-code très soudée et qu'on donne vraiment l'occasion à tout le monde d'y participer. Voilà, ça c'est un petit peu le début d'année, le premier trimestre, voilà. Et puis on attaque le deuxième trimestre, le printemps. Alors on est toujours un peu entre confinement et puis des petites ouvertures. J'ai pu revoir un petit peu des gens, j'ai invité des gens à notre bureau, des gens de la communauté no-code, Facosa est venu plusieurs fois, UE, voilà, des différentes personnes comme ça que j'ai pu rencontrer. Et ça m'a remis un petit peu aussi de la motivation parce qu'à chaque fois que je vois ces gens, on fait un déj, on travaille, les gens travaillent un petit peu dans le bureau avec nous, et puis voilà, on passe des bons moments. Alors, j'ai ce bureau, on a dû le laisser à la fin de l'année, là, on vient tout juste de le laisser, mais l'année prochaine, on va essayer de trouver quelque chose d'autre, et peut-être d'un petit peu passer à l'échelle ça, parce que j'ai envie de passer plus de temps avec les gens de la communauté no-code. Donc voilà, ça, si vous avez des locaux, si vous m'écoutez toujours jusqu'ici dans ce podcast, et que vous connaissez peut-être des locaux sur Paris, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Ce deuxième trimestre, il a été marqué par surtout beaucoup de formations côté contournement, de partenariats aussi, et puis un très bel événement, le hackathon, sur lequel je vais revenir. On a fait un premier beau partenariat avec Coup d'État. Coup d'État, vous connaissez peut-être, c'est l'entité un petit peu formation de The Family. Alors Family, vous savez, c'est une société très connue à Paris, de l'écosystème, c'est un peu des précurseurs, c'est eux qui ont vraiment animé la scène des startups parisiennes depuis les années 2013-2014, avec un très beau lieu à Paris. Alors le Covid leur a fait un petit peu mal, mais en tout cas, Coup d'État, quoi qu'on pense de The Family, en tout cas, Coup d'État, nous, pour nous, ça a toujours été un petit peu un modèle, pour être tout à fait honnête, sur la manière dont ils produisent leurs vidéos, leur contenu vidéo. Et on avait toujours un petit peu ça en tête, et puis on a été mis en contact, on avait déjà un petit peu échangé avec des gens de The Family, et ils nous ont proposé de faire un coup d'État sur le no-code. Donc, coup d'État, c'est le nom de la formation, on n'a pas fait un coup d'État, on n'a pas pris le pouvoir sur le no-code, vous savez que nous, le pouvoir, on aime le partager. Mais une formation no-code à destination des gens de la communauté de Coup d'État. On y a réfléchi, on s'est posé la question, très franchement avec Erwan, on ne fait jamais de partenariat à la légère, on se pose toujours la question, on se pose notamment la question de l'image de marque aussi, mais là on voyait une cohérence notamment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est aussi un petit peu pour ça que j'en ai parlé, notre recentrage sur les ops faisait qu'on avait du contenu et des choses à dire quand même sur la production, le prototypage en tout cas grâce au no-code. Comment lancer des side projects, comment lancer des projets sans avoir la prétention évidemment de faire un bootcamp à la auto, des choses aussi poussées qu'on peut faire avec Bubble, mais des choses un petit peu pratiques, pragmatiques pour découvrir le no-code et lancer un premier produit. Pas forcément lancer n'importe quel produit, on est réaliste par rapport à ça, mais lancer un produit. Il y a un projet fil rouge en fait dans cette formation, qui est une formation qu'on faisait aussi nous-mêmes, qu'on a itéré, et on s'est dit cette formation, on va arrêter de la faire nous. On va arrêter de faire cette initiation au no-code pour lancer un produit, et on va la faire avec Coup d'État, avec leur production, avec leur vision aussi, qu'on partage sur le Lean Startup et toutes ces choses-là. Et nous, on va refaire une autre formation dédiée au no-code ops, et donc à l'initiation au no-code à travers les no-code ops. Et on pense que ces deux visions sont très complémentaires, mais elles sont différentes, et donc elles ont une vie différente. Et donc, une formation vie chez Coup d'État,
un prix aussi qui est différent, et puis une formation vit chez nous, et elle amène cette formation à notre vision des ops. Et voilà, et c'est un partenariat dont on est fier, on trouve qu'il montre aussi quelque chose, des choses qu'on a envie de faire. Et voilà, et quand c'est sorti, ça a très bien marché, c'est une formation qui s'est beaucoup vendue, qui nous a permis aussi de continuer à évangéliser, hein. Un coup d'état, c'est une très grosse communauté. Donc voilà, c'était un beau travail, c'est Erwan, si vous n'avez pas suivi la formation, c'est Erwan qui est intégralement dans cette formation, elle est très bien produite, Coup d'état a la chance d'avoir le studio Majorel qui est un lieu parfait de production de vidéos à sa disposition. Voilà, une belle communication, donc voilà, c'était un très beau projet, c'était l'occasion pour Erwan aussi de faire des vidéos de formation dans un contexte un peu différent de ce qu'on bricole nous, et c'était chouette aussi quand même de pouvoir faire des choses un petit peu plus professionnelles. Voilà. On a aussi fait une formation avec Glide, avec notre ami Stan, que vous connaissez évidemment, Stanislas Verjus, expert Glide, mascotte un petit peu de la communauté No Code France, le leader du Twitch, voilà donc. Et on parlait depuis longtemps avec lui, il voulait pas vraiment faire de la formation, et puis à un moment il s'est dit bon quand même, c'est dommage, faisons ensemble une formation à Glide, il faut la faire, il nous a dit qu'il avait envie de la faire avec nous s'il devait en faire une, et donc voilà. C'est une très belle collaboration. Comme toujours, voilà, Stan a vraiment la connaissance. Il a une manière d'expliquer les choses. On l'a aidé un petit peu sur la pédagogie, le fait de pas parler trop vite, par exemple. Ça, c'est un des premiers retours qu'on a eu des bêta-testeurs. Mais il a cette envie, il a aussi cette expérience d'expliquer les choses avec Glide. Et donc, on l'a aidé à mettre en boîte. Alors, ça n'a pas été évident, hein, ça, il faut que vous sachiez que filmer des formations asynchrones, c'est pas aussi facile que juste allumer la caméra et puis commencer à parler. J'ai vu le moment un peu où il était prêt à abandonner, franchement, parce que c'était vraiment, on lui a fait refaire pas mal de vidéos. Pas que nous, mais aussi nos bêta-testeurs, hein, vous le savez, hein, on fait bêta-tester toutes nos formations et c'est extrêmement important. On a notre ami Kevin, que je salue par exemple, qui nous fait des retours tout le temps très incisifs et tranchants, mais qui sont le bienvenu et qu'on apprécie énormément. Et il y en a plein d'autres que Kevin, évidemment, je suis désolé, je vous remercie pas tous, mais on le fait vraiment quand on le peut, parce que ça nous aide énormément. Parce que des fois on fait fausse route, des fois on est dans notre tunnel, on imagine des choses, ça nous arrive à chaque formation, on rate des explications, on oublie des points, ou alors des choses très pragmatiques, hein. Des fois on produit mal une vidéo, et on a de la chance d'avoir vraiment cette communauté maintenant qui nous aide, qui nous permet vraiment d'atteindre le niveau de qualité qu'on estime. En tout cas, sur le fond, sur la forme, je vous laisserai en juger. Nous, maintenant, on aime la manière dont on produit nos vidéos. C'est pas un MOOC d'Open Classroom, hein, c'est notre manière de faire. Et c'est ça qui nous plaît aussi quand on fait des collaborations. Stan aussi a sa manière de parler. On a trouvé les exemples ensemble. Il y a un certain ton dans cette formation qui est différent. Si vous regardez la formation à Adalo qu'on a fait avec Lucien, elle a un ton aussi qui est différent. Et parce qu'on aime aussi que soit personnifié. Après, vous aimez pas, tant pis. Mais nous, en tout cas, on apprécie ces collaborations. Et on veut pas lisser les gens et essayer de les mettre non plus dans un moule. On aime aussi s'emparer un petit peu de ça. Voilà, donc c'était une très belle formation qui marche bien. Si vous vous intéressez à Glide, c'est à notre connaissance la plus exhaustive qui existe aujourd'hui. Alors il y a des petites formations sur Udemy, etc. Nous on estime que nos formations, elles sont sur le fond en tout cas d'une qualité supérieure à ce qu'on trouve généralement sur Udemy. Et ça je le dis avec prétention, j'allais dire avec modestie, mais non, c'est prétentieux de le dire, mais je l'assume, parce qu'on met beaucoup de cœur, on passe beaucoup de temps, on réfléchit beaucoup, tout ne se voit pas, hein, donc voilà, donc quand on pense faire une bonne formation, on le dit. Voilà, ça c'était nos formations. Et puis on a aussi, parce qu'on avait prévu de sortir notre branding à la fin du mois de juin, au tout début juillet, j'ai décidé en fait de refilmer toutes nos formations Zapier, Airtable, parce que les premières, en fait, tout simplement, je veux dire, peut-être que si vous nous écoutez, vous les avez suivies, si vous les avez pas suivies, eh bien sachez que je les avais tournées dans ma chambre pendant le premier confinement, et que je pense que sur le fond, elles étaient correctes. Par contre, sur la forme, c'était quand même pas génial. Et puis à cette époque, j'étais quand même beaucoup moins à l'aise en face d'une caméra. Je sais pas si je le suis vraiment beaucoup maintenant, mais à force de faire des vidéos, j'ai tourné plus de 200 vidéos justement entre mai, juin et juillet pour justement refaire toutes nos vidéos. Voilà, au bout d'un moment, on s'habitue un petit peu. J'ai appris à regarder la caméra, à sourire, chose que je ne faisais pas du tout au début quand j'étais dans ma chambre et que je parlais, je ruminais un petit peu les choses. Et donc voilà. Mais
Et puis on a eu aussi plein de retours, ça nous a permis d'ajouter, de faire des nouveaux exemples, de refaire les screencasts, etc. Donc voilà. J'ai fait un choix aussi technique qui m'a un peu coûté en temps, mais c'est de tout filmer sur fond vert. Parce que moi ça me plaît. J'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. Si vous aimez bien, si vous avez suivi, si vous connaissiez nos formations avant-après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'ai fait pour moi aussi, très honnêtement, parce que je trouve que je suis plus fier de la qualité des vidéos comme ça, et parce que je trouve que le fond vert, il permet donc que moi je sois détouré par rapport à l'écran qui montre Zapier ou Airtable par exemple. Parce que ça laisse plus de place en fait, tout simplement. Et je pense que c'est plus vivant. J'aime bien l'effet que ça fait, et donc vous le savez, hein, j'ai déjà dit dans ce podcast, nous on aime faire les trucs aussi comme ça nous plaît. Donc voilà, dans l'idée d'améliorer le fond et la forme, on a tout refait, ça a été un sacré sprint, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je me sentais fier parce qu'on avait envie aussi d'augmenter un petit peu nos prix, je l'assume. Quand on a fait notre rebranding, on s'est dit ok, on recentre, il y aura moins de formations sur le site, qui seront en vente directe, on va augmenter un petit peu nos prix, mais on voulait augmenter la qualité. Moi, je pouvais pas vendre à un certain prix des vidéos tournées dans ma chambre pendant le confinement, donc voilà. Même si on avait déjà pris garde, déjà à l'époque, à avoir un son correct, avoir un bon micro, etc. Mais voilà, j'avais envie pour moi, voilà, de faire ce fond vert, de faire des cuts aussi, que les vidéos soient un petit peu plus dynamiques. Voilà, donc c'était important pour nous. Le fond vert, c'est un peu pénible à gérer pour les gens qui connaissent. Par contre, ça me permet aussi de tourner d'autres vidéos plus tard, et qu'il n'y ait pas vraiment trop cette sensation de faux raccord, et que comme vous pouvez le voir par exemple, j'aime beaucoup notre formation Adalo, parce que donc Lucien l'a filmé, et à chaque fois, des fois il est habillé d'une certaine manière, des fois il a un casque, des fois il y a son bébé à côté, et voilà, ça on assume, c'est quelque chose aussi, c'est notre côté un petit peu artisanal. Sur le fond, c'est une formation qui est extrêmement complète, mais voilà, mais là j'avais envie quand même d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus homogène, et donc quand on fait, parce que vous le savez, les outils no-code sortent tout le temps des nouvelles fonctionnalités, donc on va tout le temps faire des nouvelles vidéos. On va refaire aussi, alors ça c'est vraiment dur psychologiquement. D'ailleurs c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a refait ces vidéos, c'est parce qu'il y a eu des évolutions quand même assez majeures, notamment dans Airtable, qui avait un petit peu invalidé nos vidéos précédentes. Donc voilà, on a refait tout ça, ça nous a pris du temps, on en est fiers. On a aussi créé 2 nouvelles formations, la formation d'initiation au NoCodeOps, que personnellement j'aime beaucoup parce qu'elle partage vraiment notre vision. C'est une formation qui est un petit peu notre manifeste, très franchement, voilà, qui me plaît, voilà, que j'aime, dans laquelle j'ai mis beaucoup de cœur, où on voit Erwan aussi évidemment. Et puis la formation Zapier Ceinture Noire, qui était un challenge, de se dire est-ce qu'on va arriver à faire une formation vraiment de niveau expert. Et là-dessus, je vais vous partager quelque chose. Alors c'est une formation vraiment qui s'adresse aux gens qui veulent atteindre un certain niveau d'expertise, sachant que évidemment l'expertise, ça s'acquiert avec l'expérience, hein, il faut beaucoup pratiquer, mais si vous voulez vraiment vous aller vers de l'expertise dans Zapier, cette formation va vous y amener. Et je partage quelque chose que je partagerai peut-être un petit peu plus publiquement, c'est que je viens de faire la certification Zapier. Alors j'attends les résultats, hein, mais bon, j'ai déjà validé le premier niveau, là je suis sur le 2e niveau, je pense très sincèrement que je l'obtiendrai. Eh bien j'ai pu constater que le niveau qui est attendu par Zapier, par l'éditeur lui-même, toutes les notions qui étaient nécessaires étaient présentes dans nos formations, dans nos 3 niveaux de formation, et notamment dans cette formation Zapier Ceinture Noire. Et je pense très sincèrement que des gens qui sont vraiment métiers, qui sont allés au bout de notre formation Ceinture Noire, elle est exigeante, hein, attention, hein, je le dis, seraient en capacité de passer la certification Zapier. Voilà. Je m'engage un petit peu là-dessus, mais je viens de le vivre, donc je le dis. Et c'est quelque chose, c'est un objectif que l'on aura toujours. Quand des outils comme Airtable sortiront des certifications, des outils comme Integromat, on s'assurera que nos formations peuvent mener, en tout cas, au passage de sa certification. Voilà, donc en quelque sorte, nos formations aussi valideront un petit peu ces connaissances acquises. Ça, c'est voilà, notre année. Là, on arrive au milieu de l'année, on arrive à l'été. Vous voyez, donc finalement cette année, le début, moi je l'ai trouvé un peu mou à cause du Covid, mais bon, vous voyez quand même qu'il a été chargé. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça aussi que je fais cet épisode, parce que des fois j'ai l'impression un petit peu qu'on stagne et qu'on n'avance pas très vite. J'aime bien aller vite, alors peut-être pas aussi vite que nos amis d'Allegria, moi j'aime faire les choses bien, mais j'aime quand il y a du rythme, quoi. Et donc on arrive à l'été, bon, on était un peu fatigué quand même, et donc on s'est dit on va prendre quand même des vacances, évidemment, hein, je pense que ça c'est important. Et moi j'ai fait un voyage, puisque les conditions Covid le permettaient à peu près. J'ai fait un grand voyage en Europe,
à la rencontre de nos codeurs. J'ai vraiment défini les étapes de mon voyage, soit là où je connaissais des gens, soit là où je savais qu'il y avait des no-codeurs et des no-codeuses intéressantes. Et ça, c'est une manière que j'ai toujours eue de voyager. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez peut-être que j'aime beaucoup le voyage, que j'ai déjà lancé un projet là-dedans il y a une dizaine d'années. Et donc, je me suis dit, je vais faire un podcast. Je vais faire un podcast en anglais, parce que ces gens que je vais aller rencontrer ne parlent pas français, parlent anglais, sinon je les aurais déjà interviewés dans le podcast en français. Je vais faire un podcast en anglais, je vais essayer de faire un truc un petit peu qui essaye de retranscrire, et je pense pas y être vraiment arrivé encore, mais qui va retranscrire un petit peu mon voyage, et où le corps de chaque épisode, évidemment, sera l'entretien avec la personne dans la ville, mais où je vais raconter un petit peu ce que j'ai fait dans la ville, et aussi où je vais demander à la personne, on va pas parler que de nos codes, mais aussi de sa ville. Voilà, donc c'était une première saison un petit peu expérimentale, il y a 7 épisodes dedans. Je vais vous raconter un petit peu les villes, je vais pas vous raconter tout, parce que je vous invite à écouter, si vous parlez anglais, je vous invite à écouter les épisodes. Mais là, du coup, c'est l'occasion pour les personnes qui parlent pas anglais, je vous raconte un petit peu ça. Franchement, c'était un super voyage. Alors, malheureusement, j'ai pas eu très beau temps. Alors, je suis allé surtout dans le nord de l'Europe, donc ça, à ce niveau-là, j'ai pas eu beaucoup de soleil et tout, mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais donc, j'ai commencé à Bruxelles, où j'ai pu voir notre ami Jérémy de The Toolbox, où j'ai pu rencontrer Vincent de Creacity aussi, c'était très, très chouette. Voilà, alors, j'ai pas fait d'interview puisque là, les gens parlaient français, donc ce sera des gens que Jérémy, je l'ai déjà reçu dans le podcast, Vincent, peut-être un jour, il est dans ma liste en tout cas. Et par contre, après, de Bruxelles, je suis allé à Gand, où j'ai rencontré un couple que vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez sûrement leur outil, Tally, et c'est Philippe et Marie qui m'ont accueilli chez eux. Franchement, j'étais même touché, moi j'aurais proposé de se retrouver dans un endroit ou un autre, mais ils m'ont vraiment accueilli comme si on se connaissait. Franchement, c'était extrêmement agréable, c'était incroyable, on a discuté, on est même allé déjeuner ensemble, ils ont eu la gentillesse de m'inviter à déjeuner dans un super endroit, ils m'ont montré un tout petit peu de leur quartier, du coin où ils vivaient. Et bon, l'échange était super, moi j'aime beaucoup Tally, et puis surtout connaître un petit peu l'histoire, puisque ils font Tally à deux, en couple. C'est un outil qui marche bien, qui a une très belle croissance, sans avoir, ils n'ont pas levé de fonds. Voilà, ils le financent eux-mêmes. Alors ils ont la chance que Philippe a été cofondateur d'une startup qui a très bien marché, qui a été revendue. Mais il n'empêche que voilà, ils le font vraiment de manière passionnée. Ils ont un petit bébé aussi. Enfin, c'était une très très belle rencontre. Et je crois que l'échange s'en ressent, pardon. Et depuis, du coup, ils sont aussi présents dans le Slack, alors en anglais, mais dans la chaîne Tally. Voilà, il y a des relations qui se nouent. Alors moi, j'ai un petit peu cette envie d'être un petit peu un ambassadeur de No Code France à l'étranger, de voir aussi, c'est une des questions que je pose à toutes les personnes que j'ai rencontrées, quel est le statut de la communauté No Code locale. Alors je l'avoue, il y a un petit intérêt, c'est que j'ai envie de prouver un petit peu que la communauté No Code France est une des plus grandes dans le monde, ou en Europe en tout cas, est la plus avancée, et ça je peux vous dire que j'ai rien vu de semblable à ma connaissance, et je le dis pas vraiment par ego, mais parce que j'ai pas fait du tout ça tout seul, moi j'ai juste amorcé cette communauté, mais et plein de gens s'en sont emparés, mais pour l'instant il n'y a aucun mouvement similaire que j'ai vu, en tout cas en Europe. Et que j'ai pas tout vu en Europe, donc je le précise vraiment en toute humilité, je continuerai à chercher les gens et les aider. Moi j'ai envie aussi d'aider les gens à lancer des communautés localement, et j'ai un peu ce rêve d'une grande fédération de communautés no-code locales qui verra peut-être un jour le jour, si le no-code continue comme ça l'est. De Gand, je suis allé à Amsterdam. À Amsterdam, j'ai rencontré des gens très intéressants. J'ai rencontré Victor, un bubbler que vous connaissez peut-être de chez Otto, très sympa. J'ai rencontré un petit peu à côté d'Amsterdam, à Leiden, Vincent de Ideable, qui s'appelle désormais Tingso, dont vous avez pu entendre le cofondateur Matt, qui est un membre de la communauté No Code France et qui font un super projet, j'aime beaucoup, moi personnellement j'adore ce qu'ils font, et donc c'était super de rencontrer la deuxième moitié. Alors d'ailleurs j'ai jamais rencontré physiquement Matt, j'espère que ça viendra un jour, mais par contre c'était super de rencontrer Vincent à nouveau. Il m'a un petit peu parlé de sa ville, on a déjeuné ensemble dans un super incubateur, c'était tout à fait passionnant. Et puis ensuite j'étais à Cologne. Alors je pense peut-être je vais prendre trop de temps là pour tout vous raconter, mais bon, je sais pas, au pire, voilà, vous pouvez mettre en avance rapide. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû dire au début de l'épisode, vous pouvez écouter cet épisode en avance rapide, voilà, pour avoir un petit peu la substantifique moelle.
Mais donc à Cologne, j'ai rencontré Lilith, qui est la cofondatrice de visualmakers.de, qui est peut-être ce qui se rapproche le plus de Contournement en Allemagne, quelque part, un petit peu entre Contournement et Auto et Makerpad, voilà, mais c'était super. Très belle balade dans Cologne. Alors j'avais une gueule de bois terrible parce que j'ai fait aussi de très belles rencontres la veille. Et donc franchement, ça c'est voilà, je vous invite à écouter l'épisode. C'est pas celui forcément. Alors l'échange était super, hein, mais j'étais vraiment, ça a été assez difficile de tenir la discussion. Mais bon, c'était assez chouette. Et après, je suis allé à Hambourg où j'ai rencontré le cofondateur de Lilith, Alex, qui est aussi un autre profil très intéressant. Voilà, donc ça c'était chouette de voir les deux parties, de voir un petit peu ce qu'ils font. Ils ont une petite communauté, ils sont au début un peu de leur aventure, enfin ils ont commencé depuis 1 an, ils viennent de créer la société, mais voilà, c'est peut-être ce qui donnera vraiment la communauté no-code allemande. On verra, je leur souhaite. En tout cas, ce sont des gens très motivés, en tout cas, et très passionnés. Et puis de Hambourg, je suis allé à Berlin, où j'ai passé une dizaine de jours. Je connais beaucoup de monde là-bas, j'ai vécu 6 mois là-bas quand j'étais plus jeune. Et puis il y a pas mal d'acteurs du no-code. Alors, j'avais des gens que j'avais très hâte de rencontrer, c'est Myriam et Arthur de Softer, que j'ai pas pu rencontrer malheureusement. Donc ça c'est un petit peu dommage, ils étaient pas là au moment où j'y étais, pourtant j'ai pris contact avec eux auparavant, je suis resté 10 jours exprès pour aussi pouvoir rencontrer un maximum de personnes. Mais voilà, ça c'est un petit peu dur, comme j'ai vraiment la volonté de rencontrer les gens en personne avec ce podcast, eh bien ça marche pas toujours. Par contre j'ai rencontré Yann, fondateur même d'ailleurs, hein, parce qu'il est seul, mais maintenant il a une équipe autour de lui, fondateur de N8N, outil d'automatisation open source. Alors, si vous écoutez l'épisode, vous verrez que c'est pas vraiment open source, mais quelque chose qui s'en rapproche, qui était passionnant. Alors ça, j'avoue que bon, ça c'est aussi mon background de tech qui a beaucoup apprécié cet échange. C'était un échange un peu technique, mais c'était super. Et en plus, moi, j'aime vraiment de plus en plus N8N. Peut-être qu'un jour, on en fera une formation. C'est un outil qui est quand même assez technique, et donc nous, dans notre vision un petit peu d'accessibilité, c'est peut-être un outil qui est pas encore tout de suite très accessible. On va faire d'abord Integromat, mais voilà, ça c'était passionnant. Et puis j'ai rencontré Chris de No Code Germany, alors qui n'est pas vraiment une communauté, qui est un site, mais qui est quelqu'un très en place dans l'écosystème des startups, qui m'a aussi partagé des choses très intéressantes. Il m'a amené dans un lieu très beau où a commencé MTV Allemagne dans les années 90, donc c'était assez intéressant historiquement, à l'image de Berlin, j'ai envie de dire, hein, c'est aussi baigné un petit peu dans cette histoire assez contemporaine et intéressante de l'Allemagne, de Berlin, des deux Berlins, et de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Voilà, donc ça c'était mon voyage. Et le dernier épisode, un petit hommage, j'ai rencontré mon ancien ami, enfin toujours ami d'ailleurs, mais Cash, qui est un travel blogger, un blogueur de voyage, qui est voilà. Et donc on s'est écarté un petit peu du no-code, même si vous verrez que si vous écoutez l'épisode qu'il a des très bons conseils de productivité. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit peu la boucle et là parler plus de voyage qu'autre chose pour conclure un petit peu cette première saison. Et voilà, et c'était vraiment quelque chose d'expérimental. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais voilà, je mets mes pions un petit peu comme ça en testant des choses, mais au moins ça me donne la possibilité dans mes prochains voyages de continuer à rencontrer des gens, et on va améliorer la production petit à petit pour en faire quelque chose d'un petit peu plus natif, parce que c'est un petit peu là où je voulais en venir tout à l'heure. Je parlais des podcasts, voilà, des interviews, ça c'est un petit peu facile. Là j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. Il y a une partie interview, mais aussi des petits montages, des petits effets sonores. Bon, c'est un petit peu basique, mais je teste. Vous voyez, vous savez, on est très lean startup, donc on itère. C'était un MVP vraiment du podcast que j'ai envie de faire. À la rentrée, après ces vacances, après cet été qui a été quand même assez... on a toujours un petit peu continué l'activité en réalité. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, c'est que quand on a une activité comme la nôtre de formation, quelque part de e-commerce, puisqu'on vend des produits, nos formations, on peut pas vraiment s'arrêter. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui doit être joignable. Donc ça c'est un petit peu difficile, alors après moi je le fais avec plaisir, parce que j'ai du mal de toute façon à décrocher, mais voilà, c'est toujours parce que si quelqu'un veut un remboursement, si quelqu'un a un problème pour payer, si un incident, moi c'est quelque chose auquel je suis très soucieux. Pour moi le service client doit être irréprochable, et donc pour l'instant, et ça changera peut-être un petit peu, mais je m'arrange toujours pour qu'on soit toujours joignable un petit peu, en tout cas qu'on essaye de suivre les urgences, quoi.
À la rentrée, on s'est retrouvés chez Erwan. Chaque mois de septembre, on fait toujours un kick-off, comme on appelle ça, un début d'année tous les deux, où on se retrouve. On s'est retrouvés une fois chez moi dans le sud de la France. Là, cette fois, on s'est retrouvés chez lui, à côté de Bordeaux, dans sa maison. C'était chouette parce qu'il y avait de la nature. On a pu aussi s'aérer, faire des balades, faire du vélo, faire pas mal de choses comme ça qui nous ont permis d'avoir du temps ensemble pour parler globalement de contournement, et puis des sessions de travail, évidemment, travailler sur nos ops, travailler sur notre vision, sur la stratégie, regarder un petit peu nos chiffres, confronter un petit peu nos stratégies, sachant qu'on a on porte tous les deux une vision au sein de contournement. Je ne sais pas à quel point c'est visible de l'extérieur. Moi, une vision plus B2C, vente en direct sur le site, et lui, une vision plus B2B, avec des activités, avec des entreprises, des financements, en travaillant aussi sur les financements de la formation pro, de faire de l'initiation entreprise, des formations en présentiel, en téléprésentiel et tout ce genre de choses, un petit peu plus qu'on pourrait dire d'un OF traditionnel, même si on fonctionne pas du tout, Erwan ne fonctionne pas du tout comme un OF traditionnel. Au contraire, on essaie justement d'utiliser des outils no-code pour rendre tout ça extrêmement fluide et scalable, même dans une activité qui est un peu moins scalable, qui est la formation par exemple en présentiel, quoi. Donc voilà, mais ça nous donne des armes aussi pour vous proposer des choses qui vont être très intéressantes en 2022. Vous le savez, en 2021, il y a eu le CPF aussi, ça a été quelque chose de très important pour nous, vraiment qui a été un très bon aussi facteur de développement. Et puis parce que ça a permis à des gens d'accéder à nos formations qui n'auraient pas pu le faire autrement, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens ou qu'ils ne voulaient pas en tout cas les financer sur leurs fonds propres. Ce qu'on peut comprendre aussi, nos formations ne sont pas données. Voilà, donc il faut... C'est un choix, c'est un vrai engagement de faire ces formations, et c'est ce qu'on souhaite aussi, mais on souhaite avoir le plus de modes de financement disponibles pour offrir des choses aux gens. Voilà. Et d'ailleurs, vous le savez aussi peut-être, on a tenu, quand on a augmenté nos prix, aussi à faire une offre solidaire, donc pour les gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, ou alors pour les étudiants, et notamment les étudiants boursiers. On a fait des prix très abordables, vraiment largement très abordables, puisque ça fonctionne mensuellement, les gens ont accès en fait pour 50 € par mois à tout le contenu. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est un formulaire très simple à remplir sur notre site, vous donnez un justificatif et puis on vous envoie un lien pour pouvoir vous inscrire à ce prix-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on est content de faire parce qu'on a envie de partager aussi. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on itère. C'est la question du prix, du pricing, c'est très difficile. C'est vraiment quelque chose avec lequel on n'est pas toujours à l'aise. Et donc voilà, on essaye d'itérer, et à la rentrée, on vous proposera aussi d'autres offres, d'autres manières de consommer notre contenu. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la rentrée ? Il y a eu la rentrée de la chaîne Twitch. Peut-être quand même, je vous ai parlé tout à l'heure du lancement de la chaîne Twitch. Eh bien, à la rentrée, on a fait un deuxième lancement. On a embarqué une dizaine de personnes. On a proposé à tout le monde dans la communauté, est-ce que vous voulez faire un live sur Twitch, un live récurrent, pour faire vraiment une grille de programme. Et donc, on a une belle grille de programme. Quasiment tous les midis, à 13h, il y a un live. Il y a des éditeurs, comme nos amis de WeWeb. Il y a différentes personnes, par exemple Xavier qui va régulièrement recevoir différents éditeurs pour proposer, faire une démo. Il y en a une démo de Workato qui est très très intéressante, une démo d'Uniflow par exemple, Mathieu qui fait partie de la communauté, qui a pu faire comme ça une démo un petit peu à tout le monde. Voilà, on essaie de trouver des temps. Il y a nos amis d'Allegria et Lucien qui font une revue un peu de l'innovation, qui testent des outils. On a le No Code Game, un petit peu notre show phare, voilà, qui nous regroupe tous les jeudis, auquel on passe un très bon moment, on vous commente un petit peu l'actu, mais c'est aussi un petit peu un prétexte pour parler avec vous, parce que vous le savez, sur Twitch, ce qui est important, c'est le chat, l'interaction qu'on a avec le chat, c'est vraiment pas du tout la télé traditionnelle. Donc voilà, on prend beaucoup de plaisir. On a Amine qui fait une revue de Product Hunt, on a Georges qui fait des interviews en anglais d'éditeurs américains, ça c'est génial, c'est vraiment très l'accès à des gens vraiment très intéressants. Voilà, on a plein de gens comme ça. Désolé, on a aussi évidemment nos amis d'Auto qui font le Bubble Show tous les jeudis après-midi. On a Théo qui s'est remis à streamer aussi, qui nous partage un petit peu sa vie de freelance, plein d'astuces sur Webflow. Voilà, tout ça c'est passionnant, ça nous plaît énormément. Et donc voilà, j'avais envie de vous en parler un peu parce que ça a grandi. On a au cours de cette année acquis 1000 followers sur la chaîne. Alors c'est très petit évidemment à l'égard de grands streamers. Pour nous c'est un premier pas, c'est un vrai pas parce que il y a un phénomène d'entraînement. Plus il y a de gens qui suivent et plus on se fait découvrir. On est dans une niche, on va pas se le cacher. Nous de toute façon on n'a pas
vocation forcément à avoir des millions de gens, mais on veut que voilà, les gens de la communauté No Code France aussi puissent voir des choses en live et avoir du contenu, et puis aussi un petit peu dans la bonne humeur, des choses un peu plus légères. On a notre ami Stan tous les lundis soirs qui aussi vous propose des réflexions un peu plus générales, et encore une fois, c'est un moment de se retrouver finalement. La personne qui est à l'écran n'est que l'animatrice de la discussion qu'il y a dans le chat, et ça c'est tout simplement passionnant. Donc j'espère que vous viendrez, j'espère vous y voir si vous ne venez pas encore. Voilà, ça c'est un petit peu la rentrée, le premier trimestre. On a lancé encore un beau partenariat avec Faber Novel, une très belle agence d'innovation très connue qui travaille pour les acteurs, les grands comptes, les grandes sociétés du CAC 40, avec qui on a fait un partenariat, avec qui on va essayer d'aller justement creuser le no-code un petit peu B2B. Voilà, j'en dirai pas forcément plus, mais c'était un très bel événement, et c'est surtout, ça me permet de faire la transition avec ce qu'il y a beaucoup eu à partir de la rentrée, surtout sur le 4e trimestre, les meet-up. Il y a eu plein de meet-up super, donc l'événement chez Faber Novel était super. Ils ont des bureaux magnifiques dans le centre de Paris, évidemment. Donc c'était un très beau moment de no-code, un petit peu no-code professionnel, on va dire. Mais il y a eu des meet-up aussi plus légers. Il y a eu plein de meet-up de la communauté No Code France. On a désormais un rendez-vous régulier à Paris. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un très, mais c'est pas grave parce que ça va marcher quand même dans le déroulé, mais j'ai oublié un événement très important qui a eu lieu au mois de juin. Mais du coup, je vais finir un petit peu là-dessus, cet épisode assez long, mais sur toutes ces rencontres. Voilà, c'est un petit peu, ça va être la fin de cet épisode. Je vais vous parler des rencontres que j'ai fait, et surtout des rencontres que l'on a fait. Alors, à Paris notamment, mais le but c'est qu'il n'y en ait pas du tout que à Paris, et vous allez voir qu'il n'y en a pas eu que à Paris. Mais donc, il y a eu plein de meet-up. La communauté No Code France, désormais, se retrouve tous les premiers mercredis du mois. Et ça marche très bien, et c'est des très bons moments. Et donc ça, c'est à Paris, au De la Ville Café, pour l'instant, dans les 2 dernières fois. Probablement, ça sera un rendez-vous régulier, et puis on va faire d'autres événements. Mais il y aura toujours ce rendez-vous par défaut, comme ça, c'est très facile. Premier mercredi du mois, dans le centre de Paris, on se retrouve, et ça marche bien. Et puis on va faire d'autres choses, plus thématiques, peut-être avec des éditeurs. Pourquoi pas un meet-up avec nos amis de WeWeb, nos amis de XAR, pour animer, montrer ce qu'ils font. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc vraiment, tout ça va venir. Et le premier meet-up, en fait, qui a lancé tout ça, il a eu lieu à Nantes. Nantes, vraiment une ville du no-code. Ça, c'est vraiment incroyable ce qui se passe là-bas. Moi, j'avais eu l'occasion en 2019 déjà. Nous, on a commencé à faire nos meet-up en 2019. Au début, c'était les meet-up de contournement, mais c'était vraiment ce qui a préfiguré la communauté No Code France. En tout début 2020, j'ai eu l'occasion d'aller à Nantes pour un premier meet-up avec notre ami Théo et notre ami Nicolas qui avaient organisé ça, un petit meet-up. On était une dizaine, mais il y avait déjà des gens qui sont revenus après. Émeric, par exemple, qui était là à ce nouveau meet-up. C'était pas juste un meet-up qui a eu lieu en juin 2021 à Nantes. C'était un grand hackathon. Le premier, peut-être, un hackathon no-code en France, il me semble, en tout cas. On est toujours prudent quand on dit premier de trucs, parce que après, il y a des gens qui aiment bien dire tout le temps, on est premier par-ci, premier par-là. Là, a priori, c'était quand même, en tout cas, c'était le premier hackathon solidaire, en tout cas, qui a eu lieu à Nantes. Voilà, organisé par l'association No Code for Good, que préside Erwan, dans lesquels notre ami Alexandre Talon, il y a Kevin, je ne vais pas citer tout le monde, Erwan le fait très bien, et c'est toujours bien cité, moi j'avoue, j'ai pas les noms sous les yeux, mais voilà, une très belle association, et qui est donc notamment en vocation pour faire des actions d'évangélisation autour du no-code, et qui a organisé un hackathon avec la cantine de Nantes, un très beau lieu, un peu le centre de l'écosystème numérique à Nantes, et cet hackathon, qui a eu lieu sur 3 jours, alors je ne vais pas vous trop en parler là, je vous invite, on a des très belles vidéos du hackathon que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de No Code France, mais je vais vous parler juste du meet-up qui a eu lieu le jeudi, donc le hackathon c'était vendredi, samedi, dimanche. Le jeudi, il y a eu un meet-up de la communauté No Code qu'on a streamé sur le Twitch, avec d'ailleurs les moyens de production de la cantine, ça a fait un très très beau live, donc ça c'était vraiment super, et où 5 personnes de la communauté nantaise ont pris la parole et ont présenté. Vous retrouverez la vidéo, je vous invite vraiment à regarder ces présentations. Il y a les amis de Sapiens, il y a Émeric et Datapix, il y a Alexandre, il y a Carole qui a fait une superbe présentation, vraiment je vous invite à la voir. Donc ça c'était vraiment génial. Donc ça c'était un très bon moment, et puis après on a bu un verre tous ensemble, etc. Donc ça c'était un petit peu la première autorisation qu'on a eue de se retrouver en 2021,
parce que le Covid, voilà, quand même, nous a beaucoup freiné, nous a empêché de faire des choses, et c'est normal. Hein, se retrouver physiquement et faire un cluster, c'est quand même vraiment sale idée. Mais donc après, à la rentrée, on a eu d'autres événements. Il y a eu un très beau meet-up Notion chez Conto. Superbe, super, vraiment des très belles présentations, une présentation très drôle de Vincent, une super présentation de Shubham, où il a présenté son process d'organisation de ses vidéos. Vous savez, nous sommes très intéressés par les process, donc j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, la manière dont il fait ses vidéos YouTube, avec des très beaux schémas. Évidemment, il y a du Notion dedans, évidemment, il y a de l'automatisation. Donc ça, c'était un très bon moment. Les locaux de Conto, évidemment, sont superbes. Ils ont vraiment, c'était génial qu'ils nous accueillent. On espère refaire des choses avec eux. Conto a fait vraiment, nous c'est un service qu'on utilise, pour nos sociétés, mais c'est aussi un acteur qui s'est mis vraiment sur le no-code. Il y a une intégration Zapier, une intégration Integromat. À ma connaissance, c'est la seule banque en France qui dispose de ça, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Peut-être qu'un jour on interviewera quelqu'un de Conto. En tout cas, ils ont parlé, il y avait une personne de Conto qui a parlé de leur usage de Notion. C'est un des plus gros comptes, en tout cas peut-être le plus grand compte Notion en France. Ils sont, 800 personnes dessus, quelque chose comme ça, c'est assez étonnant. Donc ils nous en ont un petit peu parlé, c'était très chouette. Il y a eu un meet-up Bubble, assez incroyable, avec Emmanuel, qui est venu parler de Bubble. C'était à peu près au même moment où ils ont annoncé leur levée de 100 millions. Voilà, Bubble, c'était une très belle année pour Bubble, hein, évidemment. Levée de 100 millions, un moteur responsive qui est vraiment, j'ai l'impression, très réussi. Et donc, c'était chouette d'avoir Emmanuel dans les locaux d'Allegria, plus de 100 personnes, streamé sur le Twitch de No Code France, évidemment. Belle production également. Et donc voilà, donc là il y avait du monde. J'ai trouvé que c'était, je pense, un moment assez fondateur dans l'histoire aussi de la communauté no-code, parce qu'Emmanuel est quand même quelqu'un de passionnant, une certaine personnalité, mais en tout cas quand il parle en live, il est vraiment très intéressant. Il a répondu à toutes les questions. Vous pouvez écouter, il y a 2 épisodes de ce podcast où on l'a reçu. D'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il a un petit peu... dans le podcast où on l'avait interrogé cet été avec Lucien, je sais plus quel épisode c'est, mais il avait déjà un petit peu laissé supposer qu'il y avait une levée de fonds, mais très franchement, on pensait pas que ça serait d'une telle ampleur. Mais donc ça, c'était assez chouette. C'est chouette d'avoir accès, voilà, d'avoir quelqu'un de français. Je pense qu'il va devenir de moins en moins accessible vu l'ampleur qui est en train de prendre Bubble. Mais en tout cas, c'était un très bon moment. Puis voilà, toute la communauté des bubbleurs. Il y a un meet-up Bubble régulier à Paris qui anime Lucien, évidemment. Et puis qui... Peut-être, hein, si vous aussi, hein, à Marseille, on espère que nos amis d'Auto vont organiser des meet-up Bubble ou des meet-up no-code en général. Voilà, un petit peu partout. Il faut s'en emparer, hein, comme on disait avec Lucien dans un épisode récent du No-Code Game. Donc emparez-vous de ça. Il y a les meet-up à Paris, mais il faut qu'il y en ait un petit peu partout. Il y a eu aussi un hackathon qui a eu lieu en ligne. Et ça devait être le premier hackathon. Notre ami Étienne, qui a travaillé, et malheureusement le Covid lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, l'a forcé à annuler un événement qu'on attendait beaucoup parce qu'il allait être structurant début 2020, pour la communauté no-code. Il n'a jamais eu lieu, il a finalement eu lieu en ligne. Mais c'était un bel événement que l'on a couvert aussi avec Stan, un petit peu pour la communauté No Code France, qui a lieu sur Repin, voilà, avec des belles réalisations. Tout ça est documenté, hein, je vous invite à regarder un petit peu, à chercher, mais voilà, ça c'était aussi un moment un petit peu quelque part fondateur. Alors après, c'est un petit peu peut-être décevant pour Étienne parce que il y a eu du coup un autre hackathon en présentiel avant, et là il a dû le faire en ligne. Il y avait en ligne, c'était quand même assez réussi, mais il y a des choses qui passent moins bien. Et voilà, j'espère qu'il organisera un jour un hackathon en présentiel, parce que je pense que ça pourrait être un très bon moment. Et il y a une petite revanche quand même quelque part à prendre de cet événement que l'on attendait tous, hein, dans la communauté. La communauté était beaucoup plus petite à l'époque, donc on attendait ce moment aussi pour se rencontrer. Et donc voilà, malheureusement il n'a pas eu lieu, il a eu lieu en ligne, mais c'était aussi très intéressant. Donc vous voyez, cette fin d'année a été quand même chargée en événements, aussi parce que le Covid l'a un petit peu permis. J'espère que 2022 le sera encore plus. Il y a des beaux acteurs maintenant dans l'écosystème, donc il y a des lieux, la communauté est grande. Quand on donne un rendez-vous à des gens, il y a plein de gens qui viennent, c'est vraiment génial. Moi je suis passionné, surtout parce que moi j'ai vécu justement le moment en 2019 où j'ai vraiment galéré, et ça je vous partage un petit peu les coulisses, hein, aussi, hein, mais je l'ai déjà dit. J'ai organisé les premiers meet-up contournements, que je voulais être les meet-up no-code à Paris, ou ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on allait à Nantes aussi.
Il y avait 5 personnes, 10 personnes. Une fois, j'ai réservé le sous-sol d'un bar, un lieu qui peut accueillir 50 personnes. J'espérais en avoir 20 ou 30. On était 7. C'était dur. Très franchement, c'est dur pour le moral. D'ailleurs, après, j'ai arrêté. On a fait une pause. Et puis, de toute façon, après, il y a le Covid qui est arrivé. Mais c'était pas évident. C'était pas évident, même à Nantes, on était une petite dizaine, début 2020. Et voilà, alors que maintenant, si on met un message sur le Slack, on sait qu'il y aura 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes si on met un message pour le soir même. C'est extraordinaire. Enfin, donc c'est vraiment, on a vécu une croissance. Et ça, c'est pas une question de chiffres, c'est une question de pouvoir se rencontrer, de pouvoir faire des choses ensemble. Parce que, évidemment, en ligne, grâce au Slack, des gens ont pu se rencontrer. Il y a des belles histoires en 2020. Mais en 2021, le fait de se rencontrer, tout va plus vite, quoi. On se rencontre, on voit, moi, il y a plein de gens que j'ai invités sur le podcast ensuite. Pourquoi je les ai invités ? Parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et de voir et de sentir à quel point ils étaient intéressants, passionnants, etc. Donc, voilà, ça c'est vraiment, pour moi, je suis très attaché aussi aux événements en présentiel, comme on dit. Par contre, on tient aussi absolument à qu'il n'y a pas que à Paris qu'il y ait ça et qu'on centralise les choses. Non, il faut qu'il y ait ces lieux partout. Et moi, je serais très content, j'adore voyager, vous l'avez compris, donc je serais très content de me déplacer aussi. Si vous souhaitez organiser un meet-up à Lille, un meet-up à Lyon, à Bordeaux, où vous voulez, je viendrai, ou même dans des plus petites villes, s'il y a du monde, eh bien, faisons-le. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Alors, s'il y a un événement, évidemment, que je suis obligé de mentionner, la No-Code Conf. Un autre événement qui devait avoir lieu en physique, qui a été annulé, qui n'a eu lieu qu'en ligne. J'ai toujours d'ailleurs un billet pour San Francisco que je dois réussir à déplacer à une autre date. C'est un événement où on en parle souvent, on le dit souvent, dès qu'on a l'occasion avec Erwan, c'est une petite fierté. C'est vrai qu'on a d'avoir été en 2019 à la première No-Code Conf, où on a rencontré plein d'acteurs du No-Code. À une époque où ils étaient encore accessibles, on a discuté 5 minutes avec Vlad Magdalene, le CEO de Webflow. Je pense que ça deviendra très difficile maintenant. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Tous les gens qu'on a rencontrés, des gens de chez Draftbeat, hyper sympas, des gens de chez Adalo, enfin c'était super de les avoir là en live comme ça. Et puis c'était un très bon moment, et puis ça nous a permis d'aller à San Francisco. On a passé aussi une très belle semaine avec Erwan là-bas. Et donc, on s'apprêtait à faire la même chose à nouveau cette année, on espérait, puisque l'année dernière, ça a été annulé, évidemment, à cause du Covid, il n'y a même pas eu de trucs en ligne. Et là, cette année, on se disait, ok, cette année, ça va le faire, quoi. Cette année, ça va le faire. Et puis, en fait, non, ils ont annulé, et donc voilà, et ça a eu lieu en ligne. C'était pas mal, c'était une grosse production un petit peu hollywoodienne, Webflow a beaucoup de moyens, et puis ils ont un sens aussi un petit peu artistique, qui fait qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, toutes les confs n'étaient pas très intéressantes. Moi, un truc qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'ils ont profité de l'ouverture de la conf pour faire beaucoup d'annonces. Des annonces qu'on attendait un petit peu, c'est-à-dire que Webflow va ajouter de la logique, par exemple, et donc aller quelque part vers Bubble, aussi permettre de créer des applications. Quand je dis des applications au sens large, pas des applications mobiles, mais des plateformes. Voilà, on pourra faire Airbnb avec Webflow bientôt. On peut déjà le faire avec Bubble depuis un moment. Et donc, même si j'aime beaucoup la société Webflow et ce qu'ils font, ça c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un petit peu... C'est censé être la no-code conf, c'est pas la conf de Webflow annuelle, c'est la no-code conf. Et puis là, ils ont un petit peu, je trouve, carjacké la conférence pour parler uniquement de Webflow. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'était très bien fait, c'était très drôle, il y avait un ordinateur qui volait, il y avait des choses incroyables. Donc voilà, et puis les annonces étaient impressionnantes. Où est-ce qu'ils vont aller ? On attend de voir par contre, parce qu'il n'y avait pas de date, il n'y a pas combien de temps ils vont mettre à faire tout ça. On verra bien, parce que Webflow, ils sont un peu lents aussi quand même. Ils sortent plus, ils ont perdu, ils sont devenus tellement gros qu'ils ont perdu aussi évidemment en agilité et en souplesse. Et donc, on verra. Mais donc voilà, donc ça c'était un moment, on a fait un stream en live, on a commenté en live un petit peu les conférences, donc vous voyez toujours cette chaîne Twitch qui revient tout le temps, qui est que l'on aime beaucoup. On voulait, pour être tout à fait honnête, on voulait organiser aussi des événements en physique pour regarder les confs tous ensemble, mais malheureusement c'était trop compliqué avec le Covid, etc. On n'a pas de lieu vraiment dédié au no-code à Paris ou nulle part. Voilà, nous on a des tout petits bureaux, on peut pas organiser des choses. Il y avait quand même, si Lucien a invité des personnes à venir dans les bureaux d'Allegria pour regarder le premier soir. Mais bon, voilà, donc on refera ça bien si c'est possible. Et puis surtout, nous, ce qu'on aimerait, c'est aller là-bas. On espère l'année prochaine quand même être débarrassé de ce virus et puis pouvoir y aller, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu une des petites déceptions, ne pas pouvoir aller à San Francisco. On espérait rencontrer des gens. Donc voilà, ça c'est un petit peu la déception. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
on a fait des belles rencontres cette année, je l'ai dit. Je fais aussi, d'ailleurs, pour finir un petit peu sur ces rendez-vous, vous l'avez compris, moi ça me tient beaucoup à cœur. J'aime bien aussi déjeuner avec des gens de la communauté, donc d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors j'ai un planning évidemment pas forcément très... mais bon, en tout cas, sur l'heure du déjeuner, j'aime prendre le temps de rencontrer des gens. Donc j'ai fait plein de déjeuners. Il y en a un que je voulais vous raconter, j'ai déjeuné avec Milan, donc vous connaissez peut-être, de Uncode School. C'était très intéressant, on a beaucoup parlé. Et pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que je pense que dans cette vertu un petit peu documentaire que j'ai du podcast, documenter l'histoire du no-code, j'ai envie de revenir aussi un petit peu sur... je vais le dire franchement, on n'a pas très bien accueilli Milan dans la communauté no-code, pour diverses raisons, que je peux d'ailleurs un petit peu expliquer. Et il y avait pas mal de choses où on a beaucoup réfléchi à quelle était cette communauté en 2020, et à ce qu'elle ne devait pas être aussi. Et aussi au rôle des gens qui administrent cette communauté. Et Milan, quand il a commencé à parler de no-code en 2020, il a eu l'occasion de parler un petit peu dans des médias, de se faire connaître, et c'est normal, il a des choses très intéressantes. C'est un entrepreneur expérimenté, il sort pas de nulle part. Et on a trouvé il a joué un peu solo et qu'il était un peu dans son coin. On a peut-être un petit peu mal interprété aussi certaines choses. Et donc, on a un peu aussi, par un effet de groupe, un peu entre nous, avec Stan, avec Thibaut, etc., on a un petit peu mis de côté, voilà, je vais le dire franchement, et je le dis, et j'essaie d'être transparent là-dessus, parce que c'est quelque chose que je regrette. Mais voilà, on était un petit peu entre nous, on avait un petit peu Il y a eu un moment en 2020 où j'ai trouvé, et d'ailleurs je l'ai fait remonter, mais j'ai trouvé qu'il y avait entre un groupe, une partie des administrateurs de No Code France, il y avait un côté un petit peu cénacle, comme ça, gens qui jugeaient un petit peu de se dire qu'on avait le droit, nous, de décider ce qui était bien et pas bien dans le No Code. Et j'ai trouvé que c'était un problème. On en a parlé, on s'en a expliqué tous ensemble, d'ailleurs, et donc on a fait très attention à casser ça. Et c'est d'ailleurs ça un petit peu qui a donné la genèse de tout ce qu'on a fait pour construire l'association No Code France, d'ailleurs, dont j'ai pas parlé. Je sais pas si je vais parler de tout, ça va faire un très long épisode, mais si vous êtes dans la communauté, vous savez qu'on a voulu, depuis l'été, on travaille à faire que la gouvernance soit extrêmement participative. Il n'y a pas de chef, il va y avoir des votes, il va y avoir des élections, il n'y a pas de personne n'est auto-promulgué comme ça a pu être un petit peu au début de la communauté. Forcément, il faut commencer quelque part. Donc au début, moi je me suis rapproché des gens qui étaient un petit peu influents aussi dans cet écosystème, et puis ensemble on a un petit peu administré la communauté au début. Ça lui a permis de faire de l'ampleur, mais à un moment on n'a pas oublié puisqu'on s'en est rendu compte, mais qu'il fallait partager aussi. Il fallait inclure des gens. Cette dimension inclusion, mixité, diversité aussi est très importante. Et que il fallait pas que ce soit toujours les mêmes gens qu'on voyait. Déjà que nous, on nous voyait beaucoup sur nos chaînes Twitch, dans le podcast, etc. Donc voilà, il faut donner la parole à tout le monde. C'est ça qui a drivé aussi le fait que le Twitch soit aussi ouvert et que tout le monde puisse proposer de participer au Twitch, casser un peu ce truc et qu'on se dire qu'on voyait tout le temps les mêmes personnes. Et donc là, j'ai un petit peu divergé de ce que je voulais dire, mais je pense que c'est quand même aussi intéressant. Et donc voilà, tout ça pour dire que Milan, on lui a réservé quand même un accueil qui était pas terrible. Voilà, il y a eu même d'autres petites choses, mais je vais pas forcément en parler là, parce que c'est pas forcément moi qui suis concerné. Mais voilà, c'est quand j'ai vu après aussi le travail que Milan faisait. Voilà, on a fini par se croiser à un événement, parce que de toute façon, voilà, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas, comme on dit. Et donc, voilà, moi je lui ai proposé qu'on déjeune ensemble et qu'on discute, et voilà, et on a passé un moment, et on est revenu un petit peu justement sur ces trucs-là. Il m'a dit qu'il avait eu ce sentiment qui était, comme je l'ai dit, justifié, d'avoir pas trouvé trop sa place. On l'a pas vraiment laissé sa place dans la communauté no code. Je l'ai regretté, je m'en suis un peu excusé auprès de lui, et voilà, ce que je lui ai dit surtout, c'est qu'il était jamais trop tard, et ce qu'il a aussi accepté. Et donc voilà, ça c'est je vous partage un petit peu aussi des choses comme ça. J'espère qu'il m'en voudra pas de partager ça, mais c'était plus pour nous expliquer des choses où je pense qu'on était un peu en tort, et moi particulièrement. Et donc voilà, et aujourd'hui Milan vraiment participe à la communauté, proposait beaucoup de choses, on se croise dans les événements, il vient au meet-up, et c'est très intéressant, il a beaucoup de choses très intéressantes à vous dire. On en parlera dans ce podcast, on l'a invité dans un épisode aussi du No Code Game pour parler de sa formation.
Ou pareil, sur sa formation, on en a discuté. Moi, il y a des choses où je pense que c'est pas forcément comme ça que je ferai. En tout cas, je vais pas émettre un jugement, mais je ferai pas forcément pareil. Mais je respecte vraiment les idées qu'il a, et moi, j'ai vraiment hâte qu'il fasse la formation et qu'on tire les conclusions, parce que moi, il y a plein de choses où je serais très content de me tromper sur ma vision. Et donc voilà, donc ça, d'ailleurs, je lui ai dit, enfin, on en parlera à l'issue de la formation, dans un épisode sur le podcast. Mais voilà, et donc pour moi, ces déjeuners sont importants parce qu'ils me permettent, comme avec Milan, aussi de parler, d'être accessible, de rencontrer les gens, de diffuser, j'allais dire, c'est le mot anglais, mais aussi d'éviter aussi potentiellement des tensions, des choses, des non-dits, parce que finalement dans cette situation il y avait quand même beaucoup de non-dits et une espèce de truc où on se regarde de loin et on protège un peu chacun son clan, enfin surtout de notre côté, cette espèce d'un peu d'esprit clanique qu'on fait tout pour casser au sein de No Code France, et ça je pense qu'on y a bien réussi avec l'association qui arrive, enfin qui existe, ça y est, j'ai reçu le récépissé il y a quelques jours, mais surtout vous allez tous pouvoir venir vous impliquer dans cette association. On l'a construite, tous les 12 personnes qui sont au conseil d'administration sont toutes issues de la communauté, elles ont toutes fait preuve de motivation, c'était ouvert absolument à tout le monde, personne n'a été autonomé, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de choses comme ça, et donc voilà. C'était c'est pas une aparté d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, finalement, ça m'amène un peu à la conclusion. Peut-être la conclusion, c'est que le futur de No Code France va beaucoup se passer avec la communauté. Le futur de contournement va se passer autour d'Erwan et moi, et puis peut-être de gens quand même qui vont rejoindre l'équipe. Ça, on vous en parlera bientôt. Voilà, soyez prêts, on va faire plein de choses. Ça va être passionnant, que ça soit la communauté, que ça soit contournement, que ça soit des choses, moi j'ai des idées un petit peu personnelles aussi autour, peut-être, autour des cryptos et du no-code, voilà, ça je sais qu'il y a un channel d'ailleurs sur le sujet, je vois comme ça petit à petit les gens qui sont intéressés, et moi j'ai des idées, peut-être des choses à faire avec eux. Voilà. Si vous vous sentez visé par ça, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mais je pense que je sais déjà qui réagira sur ces points-là. Mais voilà, si vous avez envie qu'on fasse des choses, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. De manière générale, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, pour ce podcast, si vous avez des idées pour Contournement, si vous avez des idées pour le no-code, pour No Code France. Voilà, on a envie, on se nourrit de tout ça. Moi, quand je vais appuyer sur le bouton stop, je vais être en vacances officiellement. Enfin, non, il faudra encore que je passe quand même une dizaine de minutes à publier l'épisode. Mais voilà, je voulais vous dire merci d'écouter cet épisode, surtout l'avoir écouté jusqu'au bout. Là, on a 1h10 déjà. Voilà, j'espère que c'était sympa. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de faire un épisode en solo. C'est quelque chose que j'avais prévu tester dans la saison 5, que j'ai pas fait parce que j'ai eu un peu peur, j'ai pas assumé. Mais là, je me suis dit que voilà, faire une rétrospective de l'année, ça avait du sens. Il y avait plein de choses à dire, vous l'avez vu, j'ai même mis de côté certaines choses. Mais je vous ai dit certaines choses aussi que j'avais sur le cœur, moi personnellement, Alexis. Voilà, et donc je vous ai parlé un petit peu de ma vie, de mes voyages, de mes rencontres. Mais parce que finalement, un petit peu, mon année 2021 a été très très marquée par le no-code. Voilà. Un petit peu les choses que j'ai fait dans mon temps personnel étaient plus liées à la crypto, mais vous allez voir qu'il va y avoir une convergence, je pense, de tout ça en 2022. Merci beaucoup, merci d'être là, d'écouter. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils écoutent le podcast. Ça me fait très bizarre. Je sais pas que je pensais que personne n'écouterait jamais, mais voilà, cette résilience de continuer épisode après épisode, je suis content qu'elle porte ses fruits. Et parce que même si je le fais par passion et parce que je suis moi le premier le bénéficiaire de ces échanges que j'ai avec les gens que j'interviewe, mais voilà, ça me fait quand même plaisir quand les gens me disent qu'ils apprécient ce que je fais, ça donne quand même de la motivation. Écoutez, voilà, je vais pas tourner autour du pot pendant 10 ans. Si vous avez écouté jusqu'au bout cet épisode, dites-moi, envoyez-moi un message avec sushi, comme on a fait pour l'épisode avec Stan. C'était très drôle, ça m'a fait vraiment encore plus plaisir de recevoir des petits emojis de sushi dans les messages. Passez de bonnes fêtes, décrochez un peu aussi du no-code. Je sais que j'ai fait exprès de vous donner 5 épisodes de ce podcast pour les fêtes, mais en réalité, franchement, aussi, il faut un peu décrocher, il faut aussi un peu penser à autre chose. Passer du temps avec votre famille, ou à lire, ou à s'inspirer, à faire du sport, à faire tout un tas de choses, à voyager, surtout quand c'est possible. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, ça sera probablement plutôt fin janvier.
On va prendre le temps justement au mois de juillet, au mois de janvier, on a beaucoup de choses à faire, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup d'épisodes, c'est pour pouvoir souffler un petit peu. Moi, je vais faire un voyage, je pars aux États-Unis si tout va bien dans 3 jours. J'espère, je croise les doigts. Et puis je vous ramènerai peut-être des épisodes en anglais. Voilà, si vous vous ennuyez, écoutez le podcast en anglais, ncwr.fm, ncwr.fm, j'arrive pas à le dire. Voilà, c'était un long moment à parler tout seul. À très bientôt.